Monsieur Tonguet, je voudrais procéder par une petite maïeutique. Que mon collègue, n'est-ce pas, me dise si ce que je dis... Vous allez faire la maïeutique à votre collègue. Mais non, c'est un échange, c'est un débat. Monsieur Essomba est élu député dans l'Ombam et Inubu, qui est mon département. Alors, dès lors qu'on lui applique le mandat impératif, cela veut dire que M. Essomba est responsable devant ses électeurs d'Umbam et Inubu. M. Essomba doit rendre compte à ses électeurs d'Umbam et Inubu. S'il ne respecte pas les consignes de ses électeurs d'Umbam et Inubu, son mandat risque d'être frappé de déchéance. Et maintenant, on applique maintenant le mandat représentatif à M. Essomba, élu dans l'Umbam. Ça veut dire que M. Essomba travaille désormais pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il ne rend plus compte exclusivement à sa circonscription électorale. Cela veut dire que, en application du mandat représentatif, au lieu que M. Essomba construise un forage à Bafia, sa circonscription électorale, il peut construire un forage à Bamenda, au sud, à Giziga. Vous voyez? Alors, ça veut donc dire quoi? Et dans le mandat représentatif, l'élu n'est pas inquiété de savoir que son mandat sera frappé de déchéance. Alors, simplement, ça veut dire quoi? Le mandat impératif ligote, enchaîne, emprisonne l'élu, alors que le mandat représentatif déchaîne, rend libre l'élu de tous ses mouvements possibles. À partir de cette explication, M. Rodi Tonguet, vous convenez avec moi que même l'enfant de 6e venait de comprendre cette explication qui sort des arguties juridiques. Maintenant, le mandat impératif est nul. Ça veut dire que tout ce ligotage de l'élu tombe parce que ça devient nul. Et c'est cette voie que le constituant camerounais a choisi en disant le mandat impératif est nul. Et en cela, le mandat impératif nul rejoint le mandat représentatif. En réalité, qui libère l'élu et qui rend l'élu responsable, si vous voulez, devant la nation et non plus responsable devant la circonscription qu'il a élue. Et c'est en cela que le professeur Ebenezer Domele parle de le député, l'élu de la nation. Je crois que votre question me permet d'ailleurs d'apporter une précision que j'ai faite à un communicant du RDPC, M. Patrick Riffoy, qui n'est pas ici. Oui, mais qui s'entête dans les publications qu'il fait à dire que l'article 15 de la Constitution, puisque le fondement de l'interdiction du mandat impératif, c'est l'article 15, étant rédigé pour les députés, ne s'appliquerait pas aux autres élus. Or, déjà tel que mon collègue, mon estimé collègue l'a dit, je crois qu'il y a une convergence à ce niveau-là sur l'appréhension des notions. Le mandat impératif libère. Ça veut dire que l'élu n'étant pas esclave de l'appareil qu'il a élu, et même des électeurs, mais le corollaire du mandat représentatif, c'est la liberté de transhumance politique. C'est-à-dire que la transhumance politique est intimement associée au mandat représentatif. Et quand on parle de transhumance politique, mais ça veut dire que l'élu, au lendemain de son élection, peut quitter le parti qu'il a investi. Vous comprenez? Peut se dégager des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses électeurs. Parce qu'il défend des intérêts plus grands que ceux qui concernent sa circonscription électorale. Et donc, c'est une disposition, c'est une règle qui s'applique à tous les mandats. Sinon, je crois que votre reportage a déjà rendu compte de quelques-uns. Pour le cas des députés, je crois que nous connaissons actuellement le cas de M. Jean-Michel Nithieu, de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui, ayant été investi par le SDF, est actuellement, en a été exclu et siège à l'Assemblée nationale comme député du FCC. Je crois que les images que vous pouvez publier rendent bien compte de ce que le macaron, le chevalet qui est devant... Je ne me souviens pas d'avoir vu... Oui, le chevalet qui est devant Jean-Michel Nithieu est bien dans tous les cas, je complète. Ce qui est constant. Dans tous les cas, je complète. Oui. On a vu avec Aya Paul Abimé, on a vu avec le professeur qui était à l'UQTR. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, vous comprenez bien que malgré les difficultés que ces élus ont eues avec l'appareil politique qui les avait investis, ils n'ont pas perdu leur mandat. Donc, aujourd'hui, Jean-Michel Nithieu est au FCC. Avant lui, il y avait le cas de M. Oscar Edibo Ndoumé, investi par le SDF, qui en cours de mandat rejoint le RDPC. Avant Oscar Edibo Ndoumé, il y avait le cas Joseph Akamouan,
plus connu dans le domaine sportif, SDF. député investi par le SDF, qui en cours de mandat rejoint le RDPC. Et comme vous l'avez dit avant, il y avait le cas Paul Aya Abiné, investi par le RDPC, qui en cours de mandat démissionne et rejoint et Charlie Gabriel Bok. Et je vais continuer pour davantage expliquer à tous ceux qui nous entendent que l'interdiction de mandat impératif s'applique à tous les mandats. Mais expliquez-moi ce qui justifie que M. Joseph Espoir Billon, adjoint au maire de Douala 5e, à Douala, présenté par le PCRN, continue de siéger aujourd'hui dans l'exécutif de Douala 5e. Ce n'est que l'application de l'interdiction de mandat impératif. M. Nian Cyril Bafoussam Ier, transfuge du SDF, ayant rejoint le RDPC, est maire actuellement en exercice à la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier. M. Tapi Joseph Lavoisier, transfuge du SDF, est actuellement adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier. Voilà autant d'illustrations concrètes de l'application du mandat représentatif qui permet donc à chaque élu, après avoir été adoubé dans sa fonction, peut promener son mandat là où il veut, colorant ainsi le parti d'accueil de son mandat, avec tous les attributs qui vont avec. Mais Titi Freeman disait qu'il y avait quelques vides, notait quand même qu'il y avait quelques vides. Pourquoi le constituant de 96 n'a pas explicitement indiqué, n'est pas explicitement revenu sur la question du mandat représentatif? Non, le législateur ne peut pas tout écrire. Une fois que l'article 15 a consacré le mandat représentatif, mais au plan technique, on connaît les suites. Dès lors qu'on dit qu'un pays a opté pour le mandat représentatif, cela veut dire que l'élu jouit d'une entière liberté, il peut quitter le parti qu'il a investi et promener son mandat partout sans perdre son mandat d'élu. Vous comprenez? Il le conserve. Et parce qu'il jouit donc la liberté de transhumance politique, j'ai exploité des rapports, notamment le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais où, en 20 ans de législature, un député, je ne sais plus le pays, australien, mais a migré 150 fois en 20 ans de législature. Je crois que votre... Emportant et baladant son mandat. Voilà. Votre collègue a parlé de ma page YouTube. Les auditeurs peuvent y aller. Ils vont trouver cette analyse où j'exploite le rapport du Conseil de l'Europe, où des députés, dans les pays qui ont consacré également le mandat représentatif, ont migré 150 fois en 20 ans. Celui qui doit évaluer une loi doit avoir permanemment à l'esprit qu'il rédige la loi en se référant d'abord à la Constitution. Or, dès lors que la Constitution, par exemple, nous allons voir au niveau les vues. Bien sûr, les vues. Donc même quand la loi ne le dit pas, ce visa est implicite. C'est-à-dire que la Constitution est toujours au fronton de chaque loi, supposant que la loi, dans son élaboration, doit respecter les dispositions constitutionnelles. Et nous allons voir tout à l'heure que, par rapport au champ de représentation d'un élu, mais la Constitution l'a déjà défini. Et donc, il n'appartenait plus au législateur de lui conférer un champ différent. Dans tous les cas, nous allons y arriver. Je voudrais indiquer qu'il y a... Je suis très intéressé, je suis très content que mon estimé collègue ait touché vraiment le nœud de la discorde. L'éligibilité. Oui. Monsieur Tonguet, pour que nos auditeurs nous écoutent, je souhaiterais que vous lisiez les articles 2 et les articles 3 et l'article 3 de la Constitution. Les articles 2 et 3. Pour que nos auditeurs entendent. Et je vais vous expliquer le sens de ces deux dispositions. Et sur le plan pratique, vous comprendrez comment ça fonctionne. Oui. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. S'il vous plaît. Aucune fraction... Je souhaite déjà que vous notiez que la souveraineté de l'État appartient à qui? La souveraineté nationale. Oui, la souveraineté nationale appartient à qui? Au peuple, pas au parti. Continuons. Alors, aucune fraction du peuple, ni aucune fraction du peuple, l'individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est ça. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple. Tiennent leur pouvoir de qui? Du peuple. Pas des partis. Par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Voilà, ça veut donc dire que l'exception là concerne les sénateurs, dont une portion peut être nommée par le chef de l'État. Oui, mais en dehors des sénateurs, c'est le peuple qui confère la souveraineté aux représentants. Allons-y. Et l'alinéa 3, oui. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel, du suffrage. Ils doivent
respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Alors, vous voyez très bien que l'article 2 et l'article 3 de la Constitution ont un lien. C'est l'expression du suffrage. Le titulaire du droit de suffrage, c'est le peuple. Et le véhicule par lequel on peut conduire le suffrage, c'est les partis. Monsieur Tonguet, je voudrais procéder par une petite maïeutique. Que mon collègue, n'est-ce pas, me dise si ce que je dis faire la maïeutique à votre collègue. Mais non, c'est un échange, c'est un débat. C'est un échange avec lui. Alors, professeur, quand on lit l'article 1er de notre Constitution, le Cameroun est une république, non? Bien sûr. Alors, par définition, une république, c'est quoi? De la définition que je note, c'est que c'est une forme de gouvernement ou bien un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus de la population. Représentants élus de la population. République. Quand on vient à la démocratie est définie comme le régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Je crois que depuis le primaire, les premières notions de démocratie qu'on nous avait données, c'était la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La formule d'Abraham Lincoln. C'est ça. Et nous parlons ici de mandat. C'est-à-dire le mandat, c'est l'acte, au plan du droit civil, c'est l'acte par lequel une personne, désignée le mandant, donne le pouvoir à une autre personne, appelée le mandataire, qui ici est l'élu, pour faire quelque chose en son nom. Et donc le mandat emporte le devoir de rendre compte. Au plan politique, parce que nous parlons de mandat politique ici, c'est la mission conférée par voie électorale. Maintenant, la question que je pose, qui élit, M. Tonguet? Quel est le mandat que l'élu exerce? Est-ce une dévolution par ses militants, ou bien c'est le peuple camerounais? Il ne faut pas qu'on dévoile. Parce qu'ici, nous sommes au cœur de la représentation. Avant que vous poursuiviez, quel est le mandat de l'élu, du député notamment, du conseil municipal? Quel est son mandat? Je voudrais vous dire que, qu'il s'agisse du conseil municipal, du conseil régional, du sénateur élu ou bien du député, il n'est pas élu par les militants de son parti. On est d'accord. Donc le parti n'est que le véhicule. C'est pourquoi je voudrais revenir, je comprenais bien. Alors, quel est le mandat que porte l'élu? Voilà. Mais c'est le mandat du peuple. Mais lui, le peuple, le mandat de faire quoi? Je vous comprends bien. Le mandat de mettre en œuvre les aspirations qu'il a présentées au peuple. Vous comprenez? Et donc je dis, quand vous prenez les pays suffisamment politisés comme la France, mais le nombre de votants encartés dans le corps électoral français aujourd'hui, on a plus de 48 millions de personnes inscrites. Les militants encartés de l'ensemble des partis en France n'atteignent pas les 5% des 48 millions. On a moins de 2 millions de militants encartés en France. Mais le député qui est élu par une circonscription, il a 100 militants. Il porte le mandat de qui? C'est de 100 personnes? Non. C'est le mandat du peuple. Quand vous prenez un conseil municipal... On peut même être militant et voter... Mais bien sûr, je vous dis que c'est la même réalité au Cameroun. Il s'agit d'une question de représentation. Les élus sont des représentants de qui? Du peuple. On est d'accord. Et c'est pourquoi nous disons que... Non, c'est l'alinéa 2 qui fait problème. Oui, puisqu'on parle du mandat. Un problème de conformité avec la Constitution. Parce qu'il confère au parti un mandat qui appartient au peuple. C'est ça la dichotomie. Je dis quand vous êtes conseiller municipal, monsieur Tonguet, moi je viens de Tchang. Vous êtes élu conseiller municipal pour la liste RDPC de Tchang. Mais les militants RDPC auraient-ils pu lui conférer ce mandat? Non. Il est élu aussi bien par les militants du RDPC que par les sympathisants, mais aussi parfois les militants de l'opposition. Je vous ai pris un exemple. Photo Victor, c'est-à-dire investi par n'importe quel parti, aurait gagné n'importe quelle élection municipale à Banjul. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement les militants du parti qui l'investissent, qui l'élisent? Non. C'est l'ensemble de la population. Et c'est en ça qu'il est leur représentant. C'est ça la démocratie. Un élu est le porteur d'un mandat. Que lui a confié qui? Le peuple. Et ce peuple va au-delà de ses militants. On s'est bien compris. Donc le parti politique n'est qu'un véhicule par lequel il se présente. Mais le mandat qu'il reçoit, ce n'est pas le mandat de... Mais au moment de procéder au vote, est-ce que le peuple sait, est-ce que le peuple connaît le mandat qu'il confie à l'élu? Mais puisque nous sommes en démocratie. Alors, je demande donc, quel peut être le contenu de ce mandat dans le cadre du député? Pour le député, dans le cadre de la campagne, il présente un projet, il présente des projets.
Et surtout, nous disons... Est-ce que ça n'a pas de... professeur Tim Cheng, oui. Je voulais tenter aussi la maïeutique socratique. Oui, c'est vous le maître ici, c'est normalement vous qui devez le faire, la maïeutique. Alors, est-ce que on ne peut pas aller rechercher dans les missions du député le sens de son mandat? Les missions du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Il légifère et contrôle l'action gouvernementale. Oui. Est-ce que son mandat va au-delà de ces deux fonctions-là? Mais si vous réduisez la fonction du député à ça, mais il faut donc comprendre que tous les députés finalement ont le même projet, quel que soit le parti politique qu'ils portent. Dans tous les cas, pendant la campagne, il y a, dans notre contexte, il y a les micro-projets par exemple, dont un député peut embrayer sur les micro-projets et séduire la population, qui ne se limite pas qu'à ses militants. Donc je dis, le problème de la ligne 2 de l'article 121, c'est qu'il viole la Constitution en donnant à l'élu de porter le mandat d'un parti, alors que le mandat qu'on lui a conféré au regard des définitions que nous avons données de la République et de la démocratie, c'est le mandat du peuple. Le peuple ne se résume pas aux militants du parti qui a investi l'individu. Parce que sinon, vous bafouez, c'est que vous éliminez du champ politique du pouvoir. L'article 2 vous a dit quoi? La souveraineté appartient au peuple. Et aucune fraction de la population ne peut s'en réclamer titulaire. Mais alors, même pas les partis mais d'où vient-il donc qu'on puisse... Même pas les partis politiques. Et c'est pourquoi j'ai dit que la ligne 2 de l'article 121 est contraire au principe démocratique, au principe de la République, est contraire à l'article, aux dispositions de la Constitution. Parce que même dans le cas du conseil municipal, je dis même quand il est élu au niveau de la commune, ses électeurs, ceux qui lui donnent le mandat qu'il porte, ce n'est pas le mandat de ses camarades du parti ou bien de ses amis politiques. C'est le mandat d'un cercle de personnes qui dépasse de loin le cadre de ses militants. Et c'est en ça donc que nous disons que on ne peut pas, dans le code électoral, ramener l'élu à un parti alors qu'il a bénéficié. Le mandat qu'il porte, c'est le mandat de nous tous. Et c'est à nous qu'il doit rendre compte. Et vous allez voir que dans les propos même de mon collègue, nulle part il m'a dit qu'un texte consacre la représentation des partis. Quand vous prenez l'article 15 alinéa 2, l'article 20 alinéa 2, l'article 57, on ne vous a jamais dit que l'élu représente un parti. Il a bien cité, soit c'est la nation pour le député, soit c'est les collectivités territoriales décentralisées et le pouvoir traditionnel pour le Sénat, soit les départements pour le conseil régional, soit la commune. Est-ce que vous avez vu parler de parti quelque part? Non. La loi électorale n'a pas modifié l'article 15, qui est resté en vigueur. Et je vous ai dit que l'interdiction du mandat impératif explique aujourd'hui que tous ces maires-là, qui ont quitté leur parti, soient toujours en fonction. Donc la preuve bien que cet article 15 va bien au-delà du cadre des seuls députés. Parce qu'il n'y a pas un autre fondement qui vous justifie que Mme Essama ait été exclue du RDPC en 2014, et en 2013, et qu'elle ait conservé son siège de maire jusqu'en 2020. C'est l'effet de l'interdiction du mandat impératif. Non, je pensais qu'on avait avancé vers... Non, mais je ne peux pas laisser passer. Parce qu'il a dit des choses... Légitimité, oui, j'y viens. Oui, professeur, vous avez tout le temps. Alors, je suis d'accord avec mon très estimé collègue que tous les élus ne représentent pas l'ensemble de la nation. Et quand vous prenez par exemple le cas des conseillers municipaux, ils représentent la commune, ok? Mais nous parlons de représenter qui? Voilà le nœud du problème. Nous avons défini le mandat comme quoi? Comme un pouvoir. On peut s'entendre qu'ils représentent leurs électeurs. Ils représentent leurs électeurs. Au moins. Et donc oui. Sont les nuances, la nation, l'ensemble de la nation. Voilà, ils représentent les électeurs. Ils représentent les électeurs. Ce que je veux que nos auditeurs retiennent et que vous reteniez, M. Tongé, c'est que ces électeurs ne sont pas les militants de son parti. Oui. Pour que le conseil municipal soit confiné à son parti. Le conseil municipal est le représentant de l'arrondissement, de la commune. La commune n'est pas constituée que des militants de son parti. On est d'accord? Et donc je dis, à partir de là, le législateur ne pouvait pas dire que le conseil municipal représente un parti. Parce que le mandat dont il est porteur, M. Tongué, écoutez bien. Non, mais je vous relance juste avec... Le mandat dont il est porteur, c'est le mandat du peuple. Non, juste une question, professeur Moïse. Est-ce que le conseil municipal peut se porter candidat sans passer par un parti politique? Le parti n'est qu'un véhicule. Et je vous ai dit, je vous ai pris un exemple, terre à terre. Je vous ai pris l'exemple de... Je peux parler, lui il est décédé, on peut parler des personnes mortes. Oui. Monsieur Photo Victor, dans la commune de Banjoun, vous croyez qu'il a besoin pour être élu d'être porté par le RDPC? Non. Quel que soit le parti, au regard de ses œuvres antérieures à son engagement politique, il est présenté par le parti des écureuils, il passe. Il est présenté par le parti des rats, il passe.
c'est bien pour vous dire. Mais les 10 500 conseillers municipaux du Cameroun ne sont pas Fotso Victor. C'est pourquoi c'est un exemple que je prends pour vous dire que, bien qu'il soit investi par un parti, c'est une question de mandat. Qui est-ce qu'il porte la voix? Nous avons défini le mandat. Il a dit tout à l'heure que le mandat est une charge. D'accord? Qui le lui a confié? Ce n'est pas son parti. En démocratie, en république, le mandat, c'est le peuple. Et ce peuple, je vous l'avais dit, dans les pays les plus politisés comme la France, les militants encartés ne dépassent pas 5%. Mais question... Donc, je dis... Je reviens. Non, je reviens. Vous avez votre temps, vous avez 6 minutes pour répondre au professeur Luison Essomba, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Mais ce que je veux savoir, est-ce que sans son parti, il aurait pu avoir ce mandat de conseiller municipal? Il n'aurait pas pu. Le parti n'est qu'un véhicule. Mais quand vous avez lu l'article 2 de la Constitution, qui est le titulaire du mandat que l'on donne à l'élu? C'est bien le peuple. Le parti n'en est que le véhicule. Donc, ça veut dire que c'est comme si on pouvait dire, vous allez arriver au lycée. Il y a ceux qui vont marcher à pied. C'est le moyen qu'ils prennent. Il y a ceux qui vont prendre le vélo. Il y a ceux qui vont prendre la voiture. Le plus important, c'est d'être au lycée. à 7h30. Donc, le parti n'est que le véhicule. Le titulaire du mandat que l'élu porte, c'est le peuple. C'est inhérent à la définition de la démocratie. Inhérent à la définition du mandat. Inhérent à la définition de la République. Rappelé par l'article 2. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, il faut bien faire le lien entre l'article 2 et l'article 3. Le titulaire, celui qui donne le mandat, c'est le peuple, et le parti n'en est que le véhicule. Et l'élu, une fois élu, ne porte pas la voix du parti seulement. Il porte ma voix aussi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et je dis, quand vous revenez, le droit des fictions, le droit comporte des fictions. Ça dit que, même quand on prend le cas du conseiller municipal, qui ne représente que la commune, représentant la commune, il représente, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments de la population nationale représentés dans cette commune. Donc, on sait bien que le député, même le député est élu au niveau d'une circonscription électorale déterminée. Mais cela n'a pas empêché à la Constitution de dire que le député représente l'ensemble de la nation. Les fictions juridiques existent. C'est-à-dire que le législateur, quand il consacre une fiction juridique, elle doit être prise comme telle. Et s'agissant de la question de la représentation. Mais, Monsieur Tongen, nous avons autour de nous des expériences qui nous parlent. La République en marche, en France, est créée en 2016, en avril 2016. Le jour même de sa création, la République en marche a 40 parlementaires, plus de 100 conseillers, plus de 100 élus locaux. La République en marche. Les dernières élections municipales et législatives en France remontaient à 2012. La République en marche a fait comment? Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Notez bien, cet article 15, qui parle de l'interdiction du mandat impératif, impliquant le nomadisme politique, et je suis en train de dire, transfert du mandat au parti d'accueil, c'est le même que l'article 27 de la Constitution française actuelle. Vous prenez l'article 27, c'est rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article 15 de notre Constitution. Vous prenez l'article 96 de la Constitution ivoirienne, c'est la même chose. Le député représente l'ensemble de la nation, tout mandat impératif. L'article 80 du code de la Constitution béninoise. Mais ces pays nous parlent. Je suis fonctionnaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire en 2001. En 2021, Laurent Gbagbo est encore incarcéré à La Haye. Entre-temps, les élections législatives ont lieu en Côte d'Ivoire le 6 mars 2021. Laurent Gbagbo n'est pas encore là. Ayant laissé le FPI en allant en prison, c'est Afin Guessan qui décide de prendre la tête. Cela crée une dissidence. Les pro-Gbagbo créent un nouveau parti politique qui s'appelle EDS. EDS fait une coalition avec le PDCI. C'est ensemble qu'ils vont à l'élection législative. La coalition EDS-PDCI remporte des sièges. C'est en juin que Laurent Gbagbo arrive. Quand il arrive, il lance le PDCI quelques mois après. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'élection législative entre-temps. Le PDCI a des députés. Si vraiment parce le passage... que la loi reconnaît les coalitions. C'est même pas une question de coalition. Non. Écoutez, aujourd'hui, quand je parle de PDCI, en fait, oui, en Côte d'Ivoire, oui, effectivement, la loi ivoirienne reconnaît les coalitions, mais en fait, ceux qui ont rejoint le PPACI, en tout cas, la coalition EDS, PDCI, a éclaté. Donc les députés, en seulement faveur à Laurent Gbagbo, ont rejoint le PPACI. Ceux qui étaient du PDCI ont rejoint leur parti politique. C'est là bien la preuve. Lorsque vous voyez que ces pays s'appuient sur les textes rédigés dans les termes identiques à ceux du Cameroun, c'est l'application de l'interdiction du mandat impératif et son corollaire, qui est le nomadisme politique, et le transfert au parti d'accueil de tous les attributs associés au mandat. Le PPACI aujourd'hui a des députés. Le PPACI n'a jamais pris part à une élection législative. Comment cela se fait? Vraiment, que l'on soit sérieux. J'ai examiné un rapport
de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, organisation à laquelle le Cameroun appartient. Et dont la présidence, au moment où je vous parle, est tenue par le Camerounais Hilarion Eton, vice-président de l'Assemblée nationale. Mais ce rapport est intitulé Nomadisme post-électoral des élus, ainsi de suite. Je ne sais plus très bien le titre. Mais le point d'intérêt, c'est quel est le statut de l'élu qui quitte son parti au lendemain de son élection. Si le problème se pose, c'est bien justement parce que les 23 entités étatiques qui ont été étudiées dans ce rapport ont consacré l'interdiction du mandat impératif. Parce que si ces partis avaient consacré le mandat impératif, on sait que la rupture du lien avec le parti qui vous a investi vous fait perdre votre mandat. Et donc, dans ce rapport, on voit qu'il y a les exemples cités au Burundi, au Gabon. Certains pays, certainement, ont un peu mieux encadré. C'est le cas de l'Algérie, de Madagascar et je crois même le Burkina Faso actuellement. Je crois qu'ils ont un peu resserré. Mais ce rapport qui date de 2012 rend compte de la pratique du mandat représentatif dans la francophonie, où des partis qui n'existaient pas au jour de l'élection ont reçu des députés. Sur quelle base? C'est bien la conséquence du mandat représentatif. Les exemples que nous avons, la République en marche, en 2016, a des députés. Oui, vous venez de le dire. Le PPACI. Et donc je voulais finir en disant, vraiment, je vais rectifier autre chose. Le terme représenté utilisé par l'alinéa de l'article 121 est un terme sur le plan strict du droit. Nous avons dit représenter, c'est quoi? Être représenté, c'est avoir confié une mission à quelqu'un. Et donc quand vous représentez quelqu'un, derrière la représentation, qu'elle soit civile ou politique, il y a la reddition des comptes. Vous ne pouvez pas dire qu'un député qui a été exclu d'un parti continue de représenter le parti qui l'a investi. Il va rendre compte comment? Alors qu'ils sont en conflit. Nietzsche aujourd'hui représente le SDF, il va rendre compte comment? Derrière chaque mandat, il y a la reddition des comptes. Vous comprenez? Selon vous... Et donc l'élu rend compte à ses électeurs et non pas à son parti. Et je vous ai dit, le cercle des électeurs dépasse de loin le petit cercle de ses camarades qui l'ont élu. Parce qu'il dit, dans les pays les plus politisés, les militants encartés ne dépassent pas 5% de la population des élus. Et je vais terminer en apportant une précision sur le cas du décédé. Non. Chers collègues, vous ne pouvez pas nous dire qu'un élu qui décède garde le siège à son parti qu'il a investi. Quand vous prenez l'article 155 la loi prévoit au Cameroun qu'on organise des élections. Des élections partielles. Et les élections partielles sont ouvertes à tous les autres partis. Chers collègues, ça veut dire que le député qui meurt un an après le mandat, son siège est ouvert. Ce n'est pas réservé au parti qu'il a investi. Et donc, si à Douala 5... Non, au Cameroun, le corps électoral n'a jamais été convoqué. Si à Douala 5, il y avait un siège de député qui a été disputé par 10 partis, en cas de décès de l'unique député, les 10 partis reviennent en compétition. Et comme je vous l'ai dit, derrière l'élection d'un élu, il y a certes une dimension partisane, mais il y a le capital personnel de l'individu. Je vous ai pris le cas de Photo Victor. On peut parler de lui à Ali. Il est mort aujourd'hui. Donc ça n'embarrasse personne. Je dis que si M. Photo Victor avait été élu à Douala 5, l'unique député, pour le compte du RDPC, ce n'est pas sûr qu'au décès de Photo Victor, qui emporte son capital affectif, en cas d'ouverture d'élection partielle, le RDPC gagnerait si, par exemple, celui qui le challengeait en termes d'œuvre sociale était investi par exemple par le MRC. C'est bien compris. Donc, il ne faut pas qu'on biaise notre droit positif. L'article 155 du Code électoral impose l'organisation d'élections partielles à laquelle sont éligibles tous les partis ayant compétit entièrement dans la circonscription donnée. Et puis, dernier point. Il a parlé de brève des élections. Est-ce qu'on doit comprendre que, cher professeur, un parti politique qui avait un seul député, qui si son député meurt, il perd le siège. Il n'a plus de représentants à l'Assemblée nationale. Puisque la vocation à obtenir le siège est ouverte finalement à tous les autres partis. La dernière précision que je voulais faire, c'est par rapport à l'allusion au PV. Non, pauvre. Je vous ai pris ces exemples-là. Au Cameroun, et au regard de l'expérience qu'on vit dans le monde, il y a 3 modalités pour recruter des élus. La première, c'est l'élection, ça va de soi. Mais il dit cette élection, en fait, permet non pas de recevoir le mandat du parti, mais des électeurs qui sont au-delà des militants. C'est pourquoi c'est un mandat populaire. L'article 2 est clair. La deuxième modalité, c'est la nomination. Dans notre contexte, c'est le cas des sénateurs. La troisième modalité, je dis, c'est les exclusions et les censuges. Quand vous, je dis, prenez par exemple le cas des sénateurs nommés. Vous allez parler quel PV là-bas, prof. Quand j'ai examiné tous les décrets du chef d'État qui ont nommé les sénateurs. Le président de la République nomme des individus. Est-ce que pour... Habibi Ngota, jamais d'enquête.
Wazizi, oh, jamais l'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Atebeyene, oh, j'attends toujours. Mais dès que Kanto sort, il y a enquête. Que la